Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne qui parle de la programmation en langage Z80 et notamment sur la machine Amstrad CPC à ce jour. Alors je vais un peu résumer ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on a vu comment euh, était, je dirais, conçue la machine, hein, en termes de mémoire, en termes de vidéo. On a appris à créer une fonte, une simple fonte, hein, une fonte que j'ai appelée une mini-fonte. On a appris à l'afficher, on a appris à créer un compteur de temps, hein, qui compte en heures, minutes, secondes. On a appris donc à dominer le temps machine, d'accord? On a vu comment on pouvait détourner les interruptions masquées ou masquables de l'Amstrad, notamment l'IM1. On a vu pour ça deux façons de le faire, hein, soit en IM7 avec un seul détournement, je dirais, qui ne fait que capturer le VBL. Donc on a vu ce que c'était que le VBL, hein. Donc je rappelle, le VBL, c'est quand le canon à électrons a atteint la fin de l'écran, hein, en bas à droite, hein. Bah, le temps que le canon remonte pour aller justement recommencer la frame suivante, hein, dessiner la frame suivante, c'est ça qu'on appelle le VBL. Hein, c'est le temps entre le moment où le canon arrive à la fin de la page et qui remonte pour pouvoir recommencer à dessiner la page. Pendant ce petit laps de temps, eh ben, on n'a rien sur l'écran, hein, et c'est ça Alors on peut faire des choses entre ce petit laps de temps qui permettrait, par exemple, de dessiner autre chose ou une autre couleur sur l'écran. Bon, mais ça, c'est pas le sujet du jour, hein. Donc, le sujet du jour, c'est notre clavier. Donc, on va créer et utiliser pour ça ce qu'on a déjà vu, hein, pour détecter les touches du clavier. Puisque c'est important dans un jeu de pouvoir bouger un personnage. Et bouger un personnage, eh ben, on le fait soit par le biais de notre clavier, soit par le biais d'un joystick. Et donc, on va détecter euh, tout ce qui est action sur le clavier ou sur un joystick aujourd'hui. Alors, vous voyez que là, je vous ai lancé donc notre programme, hein. Vous voyez que notre programme, ben, il tourne, hein, tout simplement. Bon, il est un peu ralenti puisque on a notre programme de capture d'images qui mange, enfin qui ralentit la machine. D'accord? Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, vous voyez ici à l'adresse 0040, vous avez une dizaine de FFF. Une dizaine d'octets, FF, 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 FF. Ben ça, en fait, c'est notre capture de clavier. Hein, mettons si j'appuie, alors je vais dans ma fenêtre ici, si j'appuie sur les touches du curseur, hein, ici, gauche, vous voyez que là j'ai un E en deuxième octet, donc en l'octet 41 qui s'affiche. Si j'appuie s'affiche de droite, j'ai un D sur l'octet F40 qui s'affiche. Si j'appuie sur la flèche du haut, bah, j'ai à l'octet 40 FE. La flèche du bas, j'ai à l'octet 40 FB. Si j'appuie sur le chiffre 1 du pavé numérique, je, voilà, vous voyez qu'en 41, j'ai un D. Si j'appuie le chiffre 2, alors
voyez que si j'appuie plusieurs fois également, j'ai un petit rebond, hein, vous voyez que ça saute. Bon. Donc c'est ça, on va voir comment gérer le rebond. Et ça, c'est grâce aux interruptions. D'accord? On peut gérer ces... On a, on a quasiment pas on n'a pas de rebond là. Quand j'appuie plusieurs fois, vous voyez, il fait FD, 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 FD. Si je reste appuyé, je suis toujours AD. Si j'appuie, je relâche là vite, très vite. Vous voyez? Regardez, très vite. Ici, hein. Regardez ici, si je vais très vite, que j'appuie, que je relâche, eh ben, il fera rien. Regardez, oui. Si je vais un tout petit peu moins vite, hop, on le voit. C'est ça le rebond, hein. Le rebond, c'est le fait, quand vous appuyez sur une touche du clavier, comme ces vieilles machines hein, qui sont l'Amstrad, le Spectrum, enfin un peu moins le Spectrum, mais surtout l'Amstrad, ils ont des claviers mécaniques. C'est-à-dire que c'est un ressort. Donc quand vous appuyez sur la touche, elle vient faire résonance avec une nappe euh, pour faire contact. Comme il y a un petit ressort dans les touches, ben, quand vous appuyez ben, sur la touche, le ressort il vibre. C'est ça qu'on appelle la résonance ou le rebond, hein. Donc pour pouvoir pallier cette problématique de rebond, qui ferait que par exemple ben, on aurait l'impression d'avoir appuyé plusieurs fois la même touche, il faut laisser un laps de temps entre le moment où vous avez appuyé et le suivant, la détection de la touche suivante. C'est à peu près 10 microsecondes, hein, à peu près 10 microsecondes ou 100 millisecondes, enfin 100 millisecondes suffit. Donc nous on va pas s'embêter du coup puisque on a différents, on sait que notre machine, hein, qui est l'Amstrad, on a découpé en plusieurs sous-interruptions l'interruption IM1. Et donc du coup, pour avoir cette latence, je dirais, ou éviter ce rebond, il nous faut 100 millisecondes. Ben, 100 millisecondes, on le calcule facilement, hein, 300, 300, 300. Ben, quand j'ai 3 fois 300, ça me fait une fréquence de 100 Hz, donc 100 millisecondes. Donc pour moi, il faut que j'implante ma fonction qui va venir lire le clavier ou la matrice du clavier, on va voir hein, ce que c'est. Ben, je vais devoir l'implanter à l'emplacement de ma troisième interruption, donc tous les 100 millisecondes sur une fréquence de 100 Hz, une fois, 100 fois par seconde. Ok, bon, je vais fermer ça. On va aller voir un peu notre code. Allez, il faut qu'il le ferme, s'il veut bien, pour récupérer un peu de mémoire. Voilà, bon. Allons voir le code, hein, tout simplement, de notre programme. Alors, ici, je reprends ce que nous avions déjà créé. Donc, on a créé les routines de RASM, les macrosystèmes, les macrofontes, les macros vidéo, mais ça j'y reviendrai plus tard, une autre fois. C'est juste le fait d'avoir euh, scindé une macro qui permet de dessiner des pixels, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Ça ne change rien au fonctionnement actuel de la machine, hein. Enfin de notre programme, hein. Notre programme, si vous l'avez tapé et vous avez suivi ce qu'on a fait juste avant, ça fonctionne, hein. C'est juste que comme je vais devoir réutiliser euh, un bout de code déjà créé, ben je le mets en macro pour pouvoir le réutiliser en macro, hein, tout simplement, hein.
Donc la mémoire commence à 100, la VRAM on a dit qu'elle était à C00, 16 kg de mémoire vidéo. Le programme donc commence à l'orgue 100, en implantant la RAM à 100, et on le lance donc à 100. D'accord? On a ici le début de notre code, donc on a l'implantation de notre système, l'initialisation du système. Ça, c'est ce qu'on doit faire, hein. On doit faire la détection du clavier. Donc on va voir comment on va faire ceci. On a ici notre initialisation de nos sets pour pouvoir afficher notre fond d'une façon la plus simple possible. On a notre boucle de jeu, donc on affiche la mise à jour de l'horloge, la mise à jour de l'horloge, et puis après on va afficher l'horloge. On avait vu comment on pouvait, alors j'ai modifié le nom du fichier, j'ai mis frame10 pour 10 frames par seconde, d'accord? Donc on a vu qu'on pouvait ralentir la vitesse du PC, hein, du CPC, hein, c'est-à-dire que nous, enfin par défaut c'est du 50 Hz, donc 50 fois par seconde. Donc là on l'a réduit à 10 fois par seconde, 10 frames, ouais, je dis fois mais c'est frames par seconde, hein, donc 10 images par seconde. On a vu qu'on pouvait donc quand même utiliser l'horloge à 10 frames par seconde, hein, du moment qu'on a plus de plus d'une enfin au moins une frame par seconde, donc on peut l'utiliser dans notre horloge, hein, puisque nous on va calculer en secondes, donc on a vu qu'on prenait un dixième donc de frames pour compter nos secondes. Enfin, tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, d'accord? Donc, je vous invite à vous référer à la vidéo précédente. Et là, on a vu également comment on pouvait créer avec notre propre font, donc affichage du texte Hello World. D'accord? Alors, vous voyez que dans tout ce code, hein, ici, dans la gamelout, on n'a rien en référence au niveau de la gestion des touches. D'accord? On va voir donc en effet que ici on implante en sous-code tout ce qui est détournement de l'interruption IM1 et ensuite on a les data, les données qui viennent se mettre en bas de notre programme et tout en bas les statistiques qui s'affichent dans notre fenêtre de compilation comme on avait vu sur les vidéos précédentes. Bon, du coup, alors je rappelle également que dans notre fichier système, ici, donc on désactive les interruptions, on met par défaut l'IM1, même s'il est déjà par défaut. Autant le laisser, si on doit gratter un octet par-ci par-là, on viendra le retirer plus tard. On définit l'emplacement de la pile, on configure ici le hook vecteur firmware IM1. Là, vous voyez que j'ai créé une macro M7 interrupt handler, ici. Elle reçoit le hand que je passe ici dans HL et qui vient me mettre en adresse 39. Pas plus compliqué que ça. Cette petite macro fait 6 octets 26 cycles. Ben, oui, hein, 26 cycles pour 2 lignes de code, hein. Bon, on peut pas faire pas faire mieux, d'accord? Donc ça, je vais pouvoir fermer. Voilà, c'est tout ce qu'on fait au niveau du système pour pouvoir contourner l'IM1. Le reste, la configuration du gateway n'est pas du tout changé, hein, c'est toujours la même chose. Ça, on change. L'IM1. Donc l'IM1, j'ai fait j'ai fait des changements. Alors, changements, c'est pas énorme, hein. C'est-à-dire que j'ai redécoupé chaque IM1, hein, donc pour pouvoir le mettre dans des fichiers séparés. J'ai créé une macro debug tout en haut, hein, qui va nous permettre d'afficher tout simplement dans le bordure une couleur pour qu'on bien distinguer les différentes
interruption, d'accord? Et ici, je vous ai donc indiqué, donc l'IM1A, bah, il se fait tous les 300 Hz, donc une fois sur tous les 1 300e de seconde, hein, donc 3 fois par seconde. 150 Hz pour l'IMB, et nous, vous voyez, on va s'intéresser à l'IM1C, puisque celui-ci se fait tous les 100 Hz, tous les 10 microsecondes, et c'est parfait, puisque si on veut, nous, ne pas avoir de rebond sur l'appui de nos touches, ben, voilà, on doit avoir cette petite latence de 10 microsecondes. Hein, 10 microsecondes, ça nous permet, alors si on appuie rapidement sur la touche, de bien détecter la touche. Hein, voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut pas, on évite par exemple d'appuyer 3 fois sur la touche quand on appuie qu'une seule fois. Voilà, c'est tout, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Enfin, c'est pas ça, c'est exactement ça. Donc j'ai fait un petit tableau ici, vous voyez. Bon, c'est pas à suivre à la lettre, hein, mais c'est à peu près ce qu'il faudrait voir au niveau temporel. C'est-à-dire que à 300 Hz, ben, on voit tout ce qui est gateway, donc les rasters, tout ce qui est audio, découpage, se phase. Hein. 150 Hz sont les petites animations rapides, des effets non critiques. 100 MHz, tout ce qui est entrée utilisateur, des petits timers. Vous voyez. 64 Hz, des effets visuels intermédiaires. Bon, 60 Hz, apparemment, on l'utiliserait rarement sur ce PC. 50 Hz, ben, on a tout ce qui est VBL, la logique principale du jeu, les scrollings, les scripts, etc. L'intelligence artificielle pourrait se gérer sur une fréquence de 50 Hz. 25 Hz, faire des clignotements, l'UI secondaire, hein, 10 Hz, les tâches très lentes, hein, l'auto-répète clavier et les timers longs. Vous voyez? 10 Hz, hein, donc 100 millisecondes. Voilà, donc c'est à peu près un petit tableau qui permet de donner un peu une idée euh, de quelle fréquence utiliser pour faire par exemple des petits effets visuels, jouer du son, des animations, par exemple. D'accord? Donc nous, on va aller dans notre IM1C, puisque, alors l'IM1, vous l'avez vu, hein, IM1, on insère, on contourne à tout simplement notre mémoire JS38 où on vient lui mettre un jump à IM1A. Hein, ça, c'était fait dans le système. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir le sauter. Donc le IM1A, ben, il n'y a pas de surprise. Hein, donc on gère le VBL. Hein, d'accord? On attend qu'on a la détection du retour du canon à électrons. D'accord? Si c'est le cas, bah, on vient incrémenter le compteur de nombre de frames, puisqu'on sait qu'on a dessiné une frame complète, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, ça, on l'avait vu hein, sur la vidéo précédente pour faire notre compteur de temps, hein, notre horloge. Et là, dans notre IM1C, on va venir ben, juste lire ici notre clavier. Voilà. Donc on va lire notre clavier, les touches du clavier, dans le buffet en RAM Keba, qui est l'adresse 40. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on va donc faire ça comme le IMC. Hein. Le IMC, c'est tous les 100 millisecondes hein, ou 100 Hz.
10 millisecondes 100 Hz. Une, une fois, euh, une fois tous les 100 secondes. Bon, alors on va voir comment on peut utiliser tout simplement une puce ou même deux puces dans la mémoire, dans le PC, dans le CPC. On a une puce qui s'appelle le PPI, c'est-à-dire que cette puce sert à programmer tout ce qui est périphérique. C'est ce qu'on appelle une interface programmable de périphérique. Alors, on entend périphérique, le clavier, la souris, pistolet optique, imprimante, tout ça, ce sont des périphériques. Cette puce, le PPI, sert à pouvoir justement programmer ces périphériques. Et on a un peu une particularité, c'est que on utilisera également le PSG, une autre puce qui est dans la mémoire. Donc le PSG, c'est une puce qui génère du son, qui permet de programmer la génération de son. Alors il s'avère que les concepteurs de l'Amstrad ont utilisé cette puce, notamment sur le registre 14 de cette puce, bah, pour pouvoir lire le clavier. Bon, demandez-moi pas pourquoi, ben, ils ont utilisé ce mécanisme-là. Donc on doit programmer le port, enfin le registre 14 du PSG pour pouvoir lire les lignes de la matrice, de la matrice du clavier. D'accord? Donc on va regarder un peu tout ça. Alors j'ai récupéré ici, vous voyez, le PPI avec le port le PSG, d'accord? Donc ici vous voyez que vous avez la matrice du clavier. Donc comment ça se passe? Ben, vous avez une ligne qui est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. Alors ça tombe bien puisque 8 touches, ben, si on met le bit à 0 ou un 1, ben, selon les touches, admettons que si j'appuie sur Entrée, ben, je pourrais dire d'avoir du 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc ça, chaque ligne ici, ça fait un octet. D'accord? Et pour pouvoir savoir si j'appuie sur, si je lis la ligne, je sais pas moi, la ligne, ouais, bah, la ligne 0 là, qui est ici, la ligne 0, ben, si je veux savoir si la flèche du haut est appuyée, ben, je dois tester le bit 0. La flèche de droite, le bit 1. La flèche du bas, le bit 2. Enfin, voilà, je teste les bits, d'accord? Alors, vous voyez qu'on on a différents ports, hein. On a le port A, ici F4, qui lui va dialoguer avec le PSG. On a le port B qu'on a déjà vu, qui va nous permettre d'avoir les différentes machines, dont la puce PPI utilise. D'accord, et on peut détecter ainsi la machine sur laquelle on travaille. D'accord, bon, nous on l'utilise pas, tout simplement, on sait qu'on est sur un Amstrad, mais on pourrait être sur un Schneider, hein. D'accord, nous on a utilisé le port B du PPI pour détecter notre VBL, hein, notre fameuse V-Synchro
Donc l'espace entre, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, entre le retour du canon à électrons. D'accord? On a un PPI ici, port F7, d'accord, qui est un registre de contrôle. Alors on voit que ce registre de contrôle ici permet de choisir le mode de travail et si on est en entrée ou en sortie du port. D'accord? Donc, si je reviens sur mon programme ici, ah non, pas mon programme ici. Alors, je vous invite à taper pour récupérer toutes ces images là ici, vous tapez dans votre navigateur euh, Quasar CPC numéro 11. Vous voyez ça? Quasar CPC numéro 11. Et vous allez pouvoir récupérer ces images-là, enfin ces pages de la revue de l'époque qui vous expliquent un peu enfin, le PPI. Je pense que cette image est très bien faite, hein. On reprend tout, d'accord? On reprend tout. Alors vous lisez et vous allez comprendre, je pense, comment on utilise le PPI et le PSG pour programmer les touches de notre Amstrad. D'accord? Je vais vous l'expliquer, hein, bien sûr. Donc, ici, alors, pour pouvoir donc utiliser notre macro de lecture hein, de clavier, on va définir dans notre fichier de référence tout simplement de, je dirais, des équivalences, hein, nos différents ports. Hein. Donc on a vu que nous avons le port A du PPI qui est en F400, le port B qui est en F500, le port C qui est en F600 et le contrôleur est en F700. Hein. Pour moi, je ne l'invente pas, c'est indiqué sur l'image hein, qu'on vient de voir. Donc du coup, on peut voir ici que pour un Amstrad CPC, hein, il note ici, hein, utilisé généralement en sortie euh, et le port B en entrée, hein, donc le port A en sortie et le port B en entrée. Seul le port A est utilisé en entrée et en sortie. Donc on a donc plus que deux états sur le port F7, port contrôleur. Hein. D'accord? Donc on a cet état-là et cet état-là. Donc on va lire, qu'on va lire tout simplement le port A ou qu'on va lui donner une instruction, ce qui correspond à 82 et 92. Donc du coup, moi je les ai remis ici, hein, que j'ai appelé ça PPI Reset, donc en mode défaut, je dirais. On a le port A mode 0 en sortie, on a le port B qui est en entrée, et on a le port C qui est en sortie. Alors le port C, c'est quoi? Le port C, il est ici, vous voyez, ce port C ici. Hein. Et ben c'est les bits de 0 à 4 qui vont venir ici, qu'on va devoir lui indiquer pour qu'il vienne lire les lignes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met le port C, et on l'a ici, hein. Vous voyez? On dit ici que le port C, il faut que le bit ici soit en 0 pour être en sortie et en 1 pour être en entrée. Hein. D'accord? Donc on va récupérer, nous, dans le port C, dans le registre, enfin dans le port C, oui, les
l'octet, hein, tout simplement, qui va constituer cette ligne, par exemple. Bon, d'accord? Et on a euh, pour dire que là on est en sortie, qu'on est en entrée, en sortie, on est c'est port A. Attention, hein, c'est bien le port A hein, qui change, hein. Donc le port A ici, on est en sortie, on reset, et là on va lire. Donc j'ai mis PPE, I, WED pour lecture, Kebar. Donc pour lire une ligne, pour lire une ligne de, de notre buffet, bah, on met le port A en entrée, hein, en in. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur qu'on va lire dans les bits, hein, tout simplement du port C dans notre registre A. Pas dans la. Si on fait un in A virgule entre parenthèses C, si vous préférez, hein, on va récupérer l'octet euh, de de notre ligne clavier qui va être lu, hein, tout simplement. Bon, j'ai rajouté ça pour éviter tout ce qu'on appelle les chiffres magiques, hein. Donc on a Kbar First Line, c'est la première ligne hein, du clavier, et on a Kbar Buffer RAM qui sera la première ligne, ou enfin le premier octet de la RAM dans lequel on va afficher. D'accord? Alors pourquoi 40 ici? Ben, si vous calculez ici que l'octet qu'on aura ici, hein, tout simplement, ça sera l'octet 40 qui prendra ici. Il faudra que la valeur qu'on passe au forcé soit égale à 40 pour qu'on puisse lire hein, cette valeur-là. On va voir, hein, on va voir pourquoi c'est 40. D'accord? Bon, alors, on va aller récupérer euh, dans source. Ouais, on va déjà aller récupérer celui-là. Alors, notre macro keybar ici, hein, dans l'IMC, on fait M keyboard, l'adresse du buffet, et pour pouvoir lire toutes les 10 lignes tout simplement de notre matrice, ici, qui est ici, hein, les 10 lignes ici, hein, on a les 10 lignes pour lire les 10 octets. Ok, donc j'ai créé une macro. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, hein, c'est pour suivre. Que fait cette macro? 1. On va lui indiquer dans HL l'adresse du buffet où on veut insérer notre scan macro de notre clavier. Alors la particularité euh, que nous allons mettre en place pour pouvoir optimiser cette macro, c'est qu'on va commencer par la fin, donc à la 49e position du buffet, enfin 40, à l'adresse 49, et on va 48, 47, 46, 47, 48 jusqu'à ce qu'on soit en dessous de 40. Donc c'est pour ça que je commence à buffet plus 9. On l'a dit pour pouvoir lire le clavier, on devait positionner le registre 14 euh, dans le PSG.
Pour cela, on a une macro de sélection de registres. On va lui dire, ben, moi je vais le registre 14, le clavier, et on doit valider le registre. C'est-à-dire que on met on sélectionne le registre et on le valide. Une fois que c'est sélectionné et que c'est validé, on a le registre 14 du PSG qui est en phase pour pouvoir nous donner les éléments de lecture de notre matrice clavier. On doit initialiser le PPI en lecture pour pouvoir lire nos lignes. D'accord? Là, vous voyez que par défaut, le, le, le PPI est dans le mode que l'on souhaite, c'est-à-dire avoir le registre, le port A en out, le port B en in et le port C en out, pour pouvoir lire les bits de 0 à les 4 derniers bits. Voilà, donc là, nous, ici, on est obligé de repasser le clavier en mode lecture, hein, que j'ai appelé Kebar mode ini, pour pouvoir dire, ah, attention, on va lire des lignes de notre matrice. Et je lui dis, on va lire 9 lignes, d'accord? La particularité, comme ici, on est parti de l'adresse 49, on va lire les lignes de 49, 48, 47, 46 pour le remplir notre RAM dans le bon ordre, hein, d'accord? Et puis on va boucler, hein, on va boucler hein, en effet sur chacune de nos lignes. Donc on va mettre le port F6 pour pouvoir faire la sélection de la ligne, hein. Donc on a dans C la ligne 49, hein, c'est-à-dire la ligne 9, hein, puisque on veut lire les lignes de 0 à 9, hein. Donc mais c'est de 40 à 49 si vous préférez, hein. Donc je lis ici la ligne 9, je sélectionne la ligne 9 et je vais lire sur euh, le PPI port A la valeur de l'octet. Alors on a une instruction ici IND. Alors que fait IND? Eh bien, elle vient lire le port C, puisque nous on veut lire hein, les bits entre 0 de 0,4, hein, enfin l'octet qui se trouve hein, sur le, les derniers bits, hein. Vous savez, hein, on a configuré le port C pour qu'il nous retourne l'octet de la ligne. D'accord? Et on veut qu'il nous le retourne où? À l'emplacement de HL, hein, dans la mémoire, hein, à l'emplacement pointé par HL. C'est-à-dire que nous, on a dit que HL, qui était l'adresse qui pointe à tout simplement notre buffet de clavier, hein, donc ça sera à l'adresse 49. D'accord? On va lire le port A dans HL. Alors lui, il fait décrémenter B, ben nous, on n'en a pas besoin, mais il le fait, donc je le note, hein. Et on va décrémenter HL. C'est bien ce qu'on veut, puisqu'on veut aller de 49, 48, 47, 46, 45. D'accord? On va décrémenter C, puisque également ici, alors c'est dommage qu'on n'a pas une instruction qui fait décrémenter C, hein. Ouais, c'est en train de me poser la question pourquoi je l'ai pas fait ou lorsque j'ai voulu le faire en mettant ici. Non, c'est parce qu'on a B en entrée.
Ouais, je sais plus. Bon, peut-être qu'il y a possibilité de d'améliorer cette procédure qui est déjà très rapide. Je regarderai plus tard. Pour l'instant, c'est fait comme ça. Donc, le décrémentation de B ici ne sert pas. D'accord? Par contre, on va ici décrémenter C pour passer à la ligne, bah, à la ligne suivante, hein, tout simplement, hein. Donc, 48. On va tester le bit 4, hein. Donc, on teste si on est passé sous 40. C'est-à-dire que si le bit 4 est à 1, bah, c'est qu'on est passé sous les 40. Hein, on est à 3F. Et dans ce cas, on doit bah, arrêter, hein, puisqu'on a bien fait nos 9 lignes, de 9 à 0. D'accord? Alors ça, par contre, c'est un peu compliqué, hein. Enfin, il faut comprendre que on travaille en binaire là, hein. Donc on travaille sur les octets. Donc on a les octets 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et le bit 4, donc 1, 2, 3 et 4. Donc si je fais moins 1, vous voyez, 1, 2, 3, 4, le bit 4, il est à 0. Donc si le bit 4 est à 0, et alors, attendez. Ouais, ben, voilà, c'est ça. Ouais, alors, oui, c'est parce que j'ai mis 40 en décimale, hein, mais c'est de l'hexadécimal, hein. D'accord? Donc là, vous voyez que vous avez le bit 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 qui est à 0. Donc s'il y a 0, je boucle. Si je diminue de 1 ici, ouais, on a tout des 1. Et donc le bit 4 est bien à 1. Donc quand je suis à 40 et que je passe à 3F, j'ai tout des 1. Donc là, si lui il est à 1, il est plus ici à 0, donc je termine, hein, tout simplement ma boucle. D'accord? Donc si vous préférez, parce que là je suis pas très clair, si je pars de départ 49, 49 en binaire, ça me donne ceci. Donc bit 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, le bit 1, il est à 1, mais je le décrémente ici de 1, hein, juste avant, hein. D'accord? Donc si je fais moins 1, ah, j'ai cliqué plusieurs fois, putain, c'est pas vrai. Bon, enfin bref, vous avez compris, hein. Je pense que vous avez compris, je vais pas m'embêter avec ça. Donc on attend qu'on descend sous 3F et on teste le bit qui permet de détecter qu'on est en dessous de 40. Si c'est le cas, eh ben, je viens réinitialiser le PPI, puisque notre PPI, on l'a modifié en lecture ici, hein, on a modifié les ports pour pouvoir lire, donc du coup, on vient le remettre. On boucle 9 fois, hein, d'accord, enfin 10 fois, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 fois, pour récupérer toute notre matrice.
D'accord? Donc maintenant, on va voir un peu les différents je dirais, macros, hein. D'accord? Alors, on va voir la macro PSG Select PSG. Sélection de PSG. Alors, pour cela, on va dans le système, puisque c'est toujours du système, on a du PSG. Voilà, très simple. Je mets le PPI plus le registre et je fais un out C,C. Alors, je reviens ici. Donc, pour lire le PSG, je dois lire le port A, d'accord, PPI port A, plus le numéro de registre. Nous, on a vu que c'était le registre 14. Donc, j'ai mis, alors ici, dans PSG registre 14, la valeur 14 en binaire, bon, c'est pour mettre, bon, 0, 2, 4, 8, 8 et 2, 10 et 4, 14. Vous pouvez taper également directement en chiffres, un 14. D'accord. Je lance donc la configuration et puis on doit le valider, hein. La validation ici, le PPI port C, hop, ici, vous voyez, port C, d'accord, validation, il me faut les deux bits qui sont ici à 0 pour la validation. Voilà. La sélection, les deux bits ici, ils doivent être, voilà, sélection du registre, les deux bits ici sont à 1. Pour la validation, les deux bits ici sont à 0. D'accord? Je suis où là? Donc je passe le PPI port C, je passe le PSG Select Registre, hein. Donc Select Registre, ici Select Registre, voilà, donc je dois sélectionner le registre, donc je dois passer 11000. Alors vous voyez que je le passe en plus, donc c'est un OU logique. Alors ou l'addition, hein, si vous préférez, mais moi je préfère dire que c'est un OU logique. Donc on met les bits. 1, 1 ça fait 1, 0, 1 ça fait 0, 0, 1 ça fait 1, 0, 1, 0 ça fait 1, 0, 0 ça fait 0. D'accord? Donc à la fin on a notre valeur complète, hein, d'accord? Donc je fais mon out C,C pour sélectionner mon registre et je dois le valider. D'accord? Alors, la validation du registre se fait par les chiffres 0, 0. Bon, il se tombe que RAS nous permet de le faire directement. Alors, à chaque fois, je me trompe de. Voilà, ici. Grâce au out C,0. Donc, je lui passe la validation qui est. Puisque la validation, on passe la valeur 0 dans C, hein. Donc, on valide. Donc là, je fais la sélection du registre et je le valide. Donc, je sélecte le PSG registre, je fais sa validation, hein. Donc là, je fais la sélection du registre 14 et je le valide, hein. Bon, maintenant, je dois passer mon PPI en mode clavier. D'accord? Et pour ça, donc j'ai un macro, hein, qui est plus dans PSG, mais dans PPI, ici.
Là, PPI contrôleur, hein, puisque nous sommes ici sur le registre F7, pour définir que je veux, hein, bon, on l'a ici, hein, il nous l'a dit, hein, on veut positionner ben, le registre A en entrée pour pouvoir faire la lecture. Donc je dois avoir le registre B en entrée, le registre A en entrée, et je dois avoir le registre C, enfin le flag, enfin le bit 7 à 1, puisque je dis le bit 7 il sert à contrôler hein, tout simplement les ports. Hein. Donc s'il n'est pas à 1, on fait autre chose. Donc nous on veut modifier bah, la façon dont les ports vont travailler. Donc je dis ici le port A, je veux le mode 0 en entrée, le port B mode 0 en entrée puisque c'est par défaut la documentation dit que le port B est toujours en entrée, le port C en sortie. Et ben je rentre ça, voilà, tout simplement. Voilà. Et j'ai mes différents bits ici qui représentent ben, les différents bits ici, d'accord? Donc ici port C 0, hein, si je prends là port C ici 0, donc port C 0, les bits 0 en 3 sont en sortie, d'accord? Et ainsi de suite. Hein. Donc le bit 1 ici, port B en entrée, donc il doit être à 1. Donc il est à 1, hein, vous voyez, et ainsi de suite. Le getVBL, on l'a vu, puis ensuite j'ai le PPI recette, et ben c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que je reprends la même macro que le keyboard mode, hein, ici, à part que, voilà. Ici, j'avais le BC PPI contrôle plus PPI lecture keybar. Et ben là, c'est la même chose, mais avec le PPI recette. C'est-à-dire le PPI recette, eh ben, je remets l'état de la machine à son initiation. C'est-à-dire le port A en mode 0 en entrée, le port B mode 0 en entrée, le port C en sortie, en out. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a que le port A qui change. Hein, selon qu'il soit en mode initial, hein, il est en out, et en mode lecture, il est en, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut bien comprendre les différentes états. Hein. Donc on initialise le PSG pour pouvoir dire à la puce dans la machine, le PSG, ben, on va lire le registre 14. Donc pour nous, humains, on sait que c'est le registre 14. C'est, je dirais, les informations du bus qui vont lire l'état du clavier, hein, dans la nappe de notre clavier. On doit valider tout simplement le fait qu'on utilisera le registre 14. Hein, on doit valider que c'est bien un registre. Alors, demandez-moi pas pourquoi, je suppose qu'on doit pouvoir faire autre chose avec cette touche PP, cette touche PSG sur d'autres machines. Hein, voilà, hein, puisque cette puce est utilisée dans différentes machines. Donc peut-être qu'il y a d'autres façons de configurer. Bon, bref. Hein. Et ensuite, on va initialiser notre PPI en lecture, et puis on va dire, bon, on commence à la ligne à 49, et puis on lit l'octet, on sélectionne la ligne, on lit l'octet, et on lit l'octet, et on vient le mettre donc à la mémoire RAM de notre clavier. On décrémente C, on décrémente notre compteur de ligne ici. Eh
bah oui, 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 non, mais c'est, ouais, ouais, mais attends, je m'occupe. Oui, le port B étant en entrée, je suis obligé ici d'utiliser le port B, puisque même si on a un out ici entre parenthèses C, c'est bien le port, le registre B qui est lu en port. Hein, donc l'instruction F6 ici est rentrée ici, hein, par le registre B. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas mettre ici B et C ici. Voilà. Euh, donc du coup, je ne pouvais pas utiliser le décrément de B ici, puisque le décrément de B ici, le registre B ici, est utilisé au niveau des ports. Voilà, c'est pour ça. Bon, bref. Voilà, donc bah, vous avez vu comment on lit le clavier. Il n'y a rien de spécial, hein, enfin de spécial, il faut le savoir, hein, tout simplement, qu'il faut utiliser le PSG registre 14 pour pouvoir aller lire la matrice. Euh, que dire d'autre? Hein, et surtout ne pas oublier de reciter à la fin hein, notre PPI de façon à le remettre dans son état initial. Donc dans notre IMC ici, hop, on va lire à l'emplacement mémoire nos 10 octets pour constituer notre, bah, notre buffet clavier, hein, tout simplement, de toutes les touches, de l'état de toutes nos touches. Et ça en une seule interruption. Hein. On va lire l'intégralité de toutes nos touches d'un coup. Et c'est assez rapide, hein, donc 10 millisecondes. Avec l'anti-rebond naturel, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de, à chaque fois qu'on appuie sur une touche, d'attendre bah, quand on va relire hein, tout simplement l'ensemble du buffet. Hein, on n'a pas besoin d'à chaque fois mettre une petite temporisation juste avant la lecture. Hein, pour dire on attend que le clavier est stable hein, pour pouvoir refaire la lecture. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Si on a appuyé sur une touche et que ça vibre, et qu'on appuie sur une autre touche, ça vibre, etc. Donc ça va faire... alors si vous appuyez sur plusieurs touches rapidement, eh ben, vous pouvez avoir justement bah, des détections d'une touche alors que la touche n'a pas été détectée. Hein, elle n'était pas appuyée, elle était relâchée. Mais comme on a été tellement vite que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc euh, mais je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, donc ça ne change rien ici à notre programme. Le tout se fait dans les interruptions. Hein, donc on a dans la troisième interruption, donc une fois, enfin 100 fois par seconde, donc 10 millisecondes. Hein, on va lire l'état du clavier. Et ensuite, bien sûr, oui, on passe ici à l'IM1D. Hein. On fait la lecture qu'une seule fois. Tous les, voilà, tous les trois. Enfin, une fois qu'on a fait la lecture, on passe à IM1D pour justement éviter l'effet de rebond. Hein. D'accord? Bah, c'est tout. Hein. Donc moi, on va faire un petit exercice du coup. Alors, si je compile ce programme, ce que je vais faire aussi un peu à la fin, c'est voir si je peux vous
mettre les sources hein, sur un GitHub pour que vous puissiez récupérer l'intégralité et voir sur quoi vous bloquez, hein. Puisque j'ai une personne qui m'a dit qu'elle bloquait sur la palette, la gestion de la palette. Donc je le rappelle hein, ici, quand vous compilez votre fonte, par exemple la mini fonte ici, c'est pas la palette plus là qu'il faut prendre, hein, c'est pas les valeurs 0,88 etc. qu'il faut mettre dans votre palette, mais bien la palette GA pour Get Away. Ça, cette palette-là est pour l'Amstrad Plus, hein. Alors, c'est pas 6128, hein, c'est l'Amstrad Plus, c'est-à-dire les Amstrad CPC Plus, 6128 Plus, et l'initialisation de la palette sur un ordinateur CPC Plus, ce n'est pas la même chose que sur un Amstrad vieille, old, je dirais, ancienne conception, hein, les 464, 664, 6128, hein. Nous, sur les vieilles machines, on doit le faire nous-mêmes. Sur celle-ci, il y a un emplacement mémoire spécifique. Donc ne vous trompez pas sur quelle palette prendre. Vous devez prendre la palette Getaway, G1. D'accord? Donc, oui, j'étais parti pour lancer. Donc, on va lancer notre programme. Bah, vous avez vu hein, au début de vidéo ce que fait ce programme. Voilà. Donc, on compile, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Alors ici, je clique sur Monitor. Donc, ça veut dire que quand le programme va se lancer, il va tourner en boucle pour lire bah, les données. D'accord? Donc, vous voyez que le programme s'est chargé. Bah, il m'a lu bah, tout mon programme et on voit ici qu'on a des FFFFF. Ça veut dire que par défaut, quand les touches ne sont pas utilisées, ne sont pas appuyées, on a FF. D'accord? Et donc du coup, maintenant, je peux utiliser par exemple les flèches, hein. Ah oui, alors, par contre, il faut que je clique dans la fenêtre de l'émulateur et non pas dans la fenêtre mémoire si je veux bouger mes touches. Voilà, et là, je peux capter les touches. Donc, Donc maintenant, on a une façon de détecter nos touches. Donc la partie suivante maintenant, ça sera de simplifier hein, euh, et de créer des macros pour pouvoir dire, ah bah tiens, si pour pouvoir détecter quelle touche est affichée, hein, de dire par exemple euh, si la touche A est affichée, faire quelque chose. Bon, alors, dans un premier temps, on va faire un petit exercice, hein, puisque vous devez savoir le faire maintenant. On a ici, à l'adresse 40, ben, une dizaine d'octets qui correspondent à notre buffet clavier. D'accord? Donc là, ici, dans notre mémoire vidéo, qu'est-ce que je fais moi, Graphic Explorer, voilà. Donc si je vais ici en mode 0, puisque nous sommes en mode 0 et on va en linéaire, pas en linéaire, mais en boîte d'entrelacés, vous voyez, on a affiché ici notre compteur.
et notre Hello World. Moi, je veux que ici, en dessous, là, bah, vous affichez le registre là, ici, euh, le, les 10. Hein, donc là, on aura FF, espace FF, espace FF, espace FF, espace FF, c'est-à-dire notre buffet de notre clavier en dessous. Comme on l'a fait ici, hein, c'est la même chose. D'accord? Donc l'exercice pour la prochaine vidéo, ce sera cela. Plutôt que d'aller chercher et visualiser, oh là, je suis fatigué, le, le buffet directement dans la mémoire éditeur ici, là, je veux que vous affichiez les 10 octets ici. Hein, donc FF, espace, FF, espace, FF, espace, FF, espace, hein, les 10 avec notre mini-fonte. Dans ça, ici. Donc on aura FF, espace FF, espace FF, espace FF. Soyez très vigilants. Vous devez l'info. Alors vous voyez que vous avez des cases, hein, ici. Vous avez ici 8 lignes. On l'a vu hein, quand on a vu la conception de la vidéogramme. Donc il faut bien l'afficher au bloc suivant. Chaque carré fait un bloc hein, en hauteur. Donc c'est bien dans le bloc suivant. Normalement, vous êtes capable de savoir à quelle mémoire ici commence le bloc suivant. Hein. Là, ici, je rappelle, le bloc suivant commence ici. Puis vous affichez, donc on va afficher un F, on va afficher un F, on va mettre un espace, on va afficher le F, on va afficher le F, on va afficher un espace, et on doit avoir 10 fois de F sur cette ligne. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas chaque fois lancer et rechercher dans l'émulateur les touches qu'on appuie. Hein. Donc moi j'aimerais voir en temps réel, quand j'appuie sur ma petite flèche de droite, quel octet est modifié et quel bit, quel octet ou quel cadran d'octet est modifié pour ensuite créer une façon simple de dire, plutôt que de mettre du 0D pour A, de créer des équivalences en disant, ah bah tiens, si ce bit-là, enfin ce cadran, si ce cadran ici, enfin je vais pas dire le cadran, mais si ma détection ici me donne un A, bah, je vais dire, ah bah ça, si j'ai un A ici, ben, c'est que c'est la touche Intel qui est appuyée. D'accord? Donc pour l'instant, on va faire un truc simple, c'est juste, vous m'affichez mes 10 octets juste en dessous ici. Voilà, ça sera l'exercice que vous avez à faire pour la prochaine vidéo. Normalement, si vous avez compris ce que nous avions fait juste avant, hein, le compteur, euh, ça ne doit pas être très compliqué. Hein. Alors bien évidemment, vous le mettez pas en dur dans le code. Hein. Vous créez dans le répertoire source un fichier kbar render, hein, par exemple, hein, kbar render, que vous viendrez inclure ici.
et qui viendra afficher les touches enfin les touches, euh, le buffet des touches, enfin la matrice de notre clavier, les 10 octets de notre matrice de clavier. Et puis je dis donc la vidéo prochaine, hein. Je pense que on commence un peu à avancer un peu plus je dirais, le cœur de la machine, hein, et qu'on va pouvoir ensuite, une fois qu'on aura affiché, qu'on aura configuré, je dirais, les touches, hein, tout simplement les équivalences de touches, qu'on aura mis la possibilité de détecter si une touche a été détectée, hein. Par exemple, dans un jeu vidéo, vous avez une page de présentation, ou même quand vous commencez un level, hein, on vous dit pressez une touche, ou press to start. Ben, vous appuyez une touche, donc on va faire des macros ou des routines pour détecter, hein, tout simplement qu'on a appuyé sur une touche. D'accord? Aussi, on a appuyé sur le bouton de tir du joystick, si on a appuyé sur espace, si on a appuyé sur contrôle. D'accord? Bon, je vous dis donc à la vidéo prochaine. Pareil, hein, si vous avez des questions, ben, vous les précisez, hein, dans le commentaire de cette vidéo. Je essaie de répondre à tous les commentaires le plus vite possible, hein. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, puisque la chaîne, plus la chaîne est visible, et plus le contenu, je dirais, est mis en avant, hein, tout simplement, et ça permet de faire vivre la chaîne. Partagez la vidéo à des personnes que vous connaissez qui souhaitent programmer sur les Spectrum, les Amstrad, les Game Boys, tout ce qui est en Z80. D'accord? Et puis c'est tout, hein. Likez, hein, oui, vous pouvez liker, hein, le fait de liker, ça a l'importance également. Abonnez-vous surtout, c'est gratuit, hein. L'abonnement est gratuit sur YouTube et vous ne payez rien parce que vous cliquez sur vous abonner, hein, tout simplement. Et likez la vidéo pour dire que vous appréciez ce genre de vidéo. Allez, on est à plus d'une heure. J'essaie toujours de faire des vidéos d'à peu près une heure. J'arrête là et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Au revoir.